parler de... C'était marqué Machine Learning at Scale. Ouais, c'est plutôt inverser le problème de parler de Scalable Machine Learning. C'est plutôt des frameworks et des outils de Machine Learning qui peuvent scaler plutôt que de Machine Learning à une échelle. C'est un peu subtil, mais l'idée en soi reste la même. Donc, qui suis-je? Mon nom est Sam Bessala. Donc, je suis développeur indépendant. Enfin, développeur. Je fais du big data principalement sur des projets de data engineering, de machine learning, ce genre de projets, ce genre de trucs. Créer des pipelines. En même temps, je co-organise le Paris Data Geek à Paris avec deux autres, Ori et Olivier Grisel. Et vous regardez le handle sur Twitter ou nous chercher sur Meetup. On fait tout ce qui est data, machine learning, search, NoSQL. Enfin, on est très bon, on couvre un spectre assez large. On n'est pas que focus sur Hadoop. On essaie de faire beaucoup de choses et voilà. Alors, quand on parle de machine learning et de tout ce qui est outils dans le monde du machine learning, en fait, on est assez submergé par le choix qu'on a. On a énormément d'outils, que ce soit Weka, Scikit-learn, Mahout, R, GraphLab, Vopal, Wabbit, Spark. Enfin, on a vraiment l'embarras du choix en termes de machine, en termes d'outils. Traiter les données, faire de la prédiction là-dessus, ce ne sont pas les outils qui manquent. Le seul problème, c'est que certains de ces outils, en fait, marchent très bien quand on est en phase de prototypage, marchent aussi bien quand on est en phase sur des datasets qui ne sont pas trop grands, qu'on ne peut pas utiliser sur des clusters de machines ou bien de façon distribuée. Et certains d'entre eux marchent plutôt quand on commence à arriver à un niveau d'échelle où on a beaucoup de données, qu'on travaille sur des clusters, qu'on a de la distribution, qu'on a des données, des datasets qui sont complexes et qu'on veut créer des modèles assez complexes. Donc, je ne vais pas parler de tous ces frameworks, mais plutôt à me concentrer sur deux frameworks en particulier. Ça sera Spark, principalement, parce que merci à Cédric qui a parlé de Spark avant, j'aurais pas trop besoin d'introduire Spark. Et dans notre framework qui est pas assez, dont on parle pas beaucoup, mais qui est de plus en plus utilisé et surtout qui m'intéresse particulièrement parce qu'en termes de performance et par le fait qu'il s'intègre à d'autres frameworks, à d'autres outils quand on veut traiter des données à l'échelle. Ce framework, c'est H2O, qui est marqué en haut, et on verra à peu près à quoi ça ressemble. Alors, pourquoi parler de machine learning dans le monde big data? Parce que quand on parle de big data en général, c'est plutôt du processing des données au départ, créer des index de recherche, enfin Hadoop est né de cela, créer des index de recherche, faire de la recherche sur de gros datasets et tout. Mais lorsqu'on essaie de tirer de la valeur de ces données, on veut aller vers le prédictif. Et au fur et à mesure qu'on avance, notamment ces dernières années, l'idée vient que dans le monde big data, ce qu'on veut, on a des use cases qui apparaissent, qui poussent que on veut aller vers des plateformes qui soit plus rapide. On va avoir un feedback quasi, peut-être pas immédiat, mais on ne veut pas attendre des jours, traiter des modèles pour avoir une réponse. On veut le modèle de Hadoop avec du MapReduce qui fait que il y a beaucoup qui est très IO intensive, c'est-à-dire que le MapReduce de Hadoop lit des données du disque, réécrit sur du disque, et fait plusieurs cycles qui va sur du disque. Dans les modèles de machine learning qui sont itératifs, c'est-à-dire qu'on les fait tourner plusieurs fois, ce système MapReduce de Hadoop, il est assez limité et il a montré ses limites. Ce qui fait que des frameworks comme Mahout dans le monde Hadoop font que tout le monde parte de plus en plus du MapReduce. Du coup, Hadoop qui est fait de HDFS, qui est le système de fichiers, et le modèle d'exécution MapReduce au-dessus, fait que c'est un système qui est de plus en plus qui a évolué vers pas spécifiquement du MapReduce, mais le HDFS et beaucoup d'éléments autour, notamment du SQL, comme Cédric en parlait, du Impala, et notamment Spark qu'on a rajouté au-dessus. Faire du MapReduce en soi, c'est de moins en moins évident, si bien que même Google, qui a évangélisé à fond au départ, annonce de plus en plus qu'en fait, ils n'utilisent plus de MapReduce, ils ont des outils qui sont vachement plus évolués, qui s'utilisent en termes de ça. Et donc, on a vu l'apparition et la montée en puissance de Spark, qui est devenu l'outil que tout le monde doit supporter aujourd'hui. Tous les distributeurs, toutes les distributions Hadoop, Hortonworks, Mapper ou bien Cloudera bundle avec tous leurs outils, toutes leurs distributions Spark avec eux. Donc Spark est partout. Il y a une raison à ça, c'est pas parce que Spark est meilleur que n'importe quel framework, mais parce que le modèle de Spark permet d'arriver à faire de l'analytique, permet de l'agilité, le fait de travailler en mémoire, une API qui est plus fluente, qui est plus fluide à utiliser et qui parle plus, et notamment il s'intègre à des outils bien plus facilement. Et il y a aussi un autre élément qui apparaît de plus en plus, c'est
nouveau business model qui est fait de plus en plus d'avoir du machine learning comme un service, comme une API qu'on fournit à des gens, qu'on plug à des applications. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-dessus. Il y a Microsoft avec Azure ML qui fournit pas seulement une plateforme, mais aussi un élément d'inclure du machine learning en tant qu'API vers ces applications. Il y a BigML qui est une startup qui existe depuis très longtemps. Il y a Google avec Prediction API. Il y a des projets open source qui vous fournissent du machine learning bundlé dès le départ. Il y en a un qui s'appelle Prediction.io qui fait ça. Et du coup, c'est juste un moyen d'intégrer ce genre d'éléments dans vos outils. Mais ça, c'était pas le talk, c'est juste certaines observations. Et on va parler de Maout, déjà pour commencer. Alors, Maout, c'était pendant longtemps le framework de machine learning dans le monde Hadoop. C'est-à-dire que quand on disait machine learning et Hadoop, on pensait tout de suite à Maout. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était difficile de faire des algos de machine learning qui scalent et qui vont très vite, mais qui travaillent sur beaucoup de données avec le modèle MapReduce. Le seul framework qui était assez avancé, qui avait des librairies pour faire cela, c'était Maout. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le principe de MapReduce en soi est devenu de plus en plus difficile à faire, si bien que même Maout en soi a abandonné maintenant le fait d'écrire de nouveaux algorithmes en MapReduce pour passer vers des plateformes différentes. Ces plateformes sont Spark et H2O dont je vais parler tout à l'heure. Il y a une raison à ça, c'est que ça devenait plus compliqué et écrire un DSL qui travaille au-dessus, qui est avec un langage plus haut niveau, qui parle à des data scientists ou à des gens qui n'ont pas un background de programmation parallèle derrière, était bien plus intéressant et bien plus important pour pouvoir avoir un framework qui a encore une vie et une communauté autour. Tout simplement parce que tout le monde passait sur Spark ou tout le monde sortait des modèles de machine learning en soi. Voilà à quoi ressemble le nouveau Maout. C'est qu'aujourd'hui, il fournit au-dessus un DSL. Un DSL, c'est-à-dire c'est un langage de haut niveau, c'est un Domain Specific Language, qui est haut niveau, qui est en fait un sucre syntaxique pour écrire des jobs de machine learning qui sont traduits en bas par des jobs MapReduce qui tournent sur du Spark et sur du H2O. Et au-dessus, il y a toute une logique de traduction des domaines physiques, des DSL algébraïques et surtout un corps, un moteur de maths qui est écrit sur Colt et JBLAS, qui est fournit un DSL en Scala qui permet en fait d'utiliser Maout aujourd'hui en Scala et avec d'autres éléments avec une API toute simple. Avant Maout, c'était assez compliqué, c'était beaucoup de code Java à écrire, c'était très lent parce qu'il fallait toujours spécifier ces codes de map, de reduce. Aujourd'hui, si on veut faire par exemple une analyse de co-occurrence, par exemple en Maout, ça se fait en Scala, ça se fait en quelques lignes. Aujourd'hui, un exemple ici, je lis une matrice A ici depuis HDFS. Je calcule ma matrice de co-occurrence. La co-occurrence, c'est calculer le nombre de c'est pour faire un moteur de recommandation. C'est ce à quoi ça sert. On calcule le nombre de co-occurrences. À partir du nombre de personnes, du nombre de co-occurrences, du nombre de fois plusieurs éléments apparaissent ensemble, on peut pouvoir recommander ces éléments un à un. Et pour ce faire, en fait, c'est juste un calcul de matrice amélioré qu'on fait au fur et à mesure. Donc ici, on calcule une transposée de matrice. Ça vous rappelle beaucoup de choses pour ceux qui font du R. Et un produit. Et ça, c'est une matrice qui est calculée. Ça, c'est un DSL. Derrière, tu as toute une matrice qui est très large et qui est recalculée en dessus. On distribue cette matrice sur des colonnes sur tout le réseau. Et là, le DSL le fait pour vous. Et à partir de ces colonnes, on extrait une matrice d'indicateurs qui contient les éléments qu'on peut recommander. Et du coup, le code, en soi, il y a beaucoup de choses, il y a très peu de choses finalement qui manquent dans ce code-là, mais en réalité, c'est le code en fait que fournit Maout aujourd'hui dans sa nouvelle incarnation pour faire de la recommandation. Et tout ça, c'est du Scala et ça tourne sur Spark maintenant. Donc Spark, parlons de Spark. Enfin, Cédric l'a défini, donc je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Spark, en fait, en soi, il faut le voir comme un moteur de data flow, c'est-à-dire qu'on n'a pas un système comme dans MapReduce où on a des données qui rentrent quelque part, puis on fait une étape, puis on les pousse. Spark se matérialise parce que Cédric a défini tout à l'heure des RDD, qui sont des structures de données distribuées, où chaque opération en fait de ces structures de données qui sont distribuées sont en fait créer un DAG, un graphe d'exécution. Et ce graphe, c'est un système de data flow. Du coup, quand un élément tombe, on peut remonter le graphe pour retrouver les éléments, ce qu'on appelle le lineage. Et ce modèle de data flow qui est matérialisé par un système de collection distribuée est extrêmement intéressant, surtout quand on veut faire du machine learning. Et ça apporte des éléments assez importants. Par exemple, travailler sur des données qui sont partitionnées. Donc, on lit des données en mémoire, on a une vision qui est
très haut niveau où on pense qu'on a les données ensemble, on a une vision unique, mais les données sont partitionnées sur chaque nœud. Et chaque opération qu'on distribue sur Spark est dispatchée sur chaque élément de notre cluster. Et surtout, on peut avoir des opérations de très haut niveau, comme faire un map, un filter, un collect, un reduce. Ça, c'est des opérations de très haut niveau. Quand on fait un map, on lui dit, j'ai une fonction, applique-moi cette fonction sur tous les nœuds de mon cluster, sur tous les nœuds de mes données, et cette fonction, elle est distribuée sur le cluster. Nous, on pense à une donnée, c'est comme si elle était locale, comme si on travaillait sur une simple application. Et bien, Spark nous permet, en dessous, distribuer ces données au fur et à mesure. Et quand il y a un élément qui tombe ou une machine qui tombe ou une opération qui échoue, bah, grâce au système de data flow et du DAG que Spark crée, on peut toujours revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle le principe de linéage. Enfin, Cédric l'a expliqué à peu près, mais ça, c'est un modèle qui est assez puissant, qui permet de faire des choses assez bien. Donc, certaines opérations sur le RDD, voilà à quoi ça ressemble. Quand on veut faire un group by, ça, le faire sur du disque, il faut juste se rendre compte que faire un group by sur cet élément, ça fait plusieurs éléments du disque à lire et à pousser au fur et à mesure. Tous ces éléments, faire un join, c'est assez coûteux. Mais ça, Spark le fait en mémoire et le graphe de Spark permet d'optimiser ce genre d'éléments. Là, c'est des collections qui sont cachées. En gros, c'est lu en mémoire, des éléments qui sont lus en disque au fur et à mesure. Là, c'est juste un exemple d'exécution de ce que le RDD de Spark peut faire pour vous. Et l'écosystème de Spark est riche. Aujourd'hui, il y a le core de Spark qui est en bas. Il y a Spark SQL qui vous permet d'interroger vos données avec du SQL. C'est pas vraiment du SQL, mais c'est un dialecte de SQL qui est assez proche, où on interroge les données assez facilement. Faire du Spark Streaming, ce que Cédric a défini tout à l'heure, pour lire des données en temps réel sous forme de petits batchs. On crée des fenêtres de travail sur 1 seconde minimum ou bien au-delà. Il y a MLlib dont je parlais, qui est la librairie de machine learning. Il y a GraphX qui est en fait le système de graph. Et GraphX en soi fournit des constructs, des éléments pour faire du machine learning sur du graph. Donc, en gros, on peut créer des modèles des systèmes de recommandation en utilisant GraphX en fait. Du coup, quand on veut faire du graph processing, on peut utiliser tout de suite aussi bien GraphX que MLlib. Et beaucoup d'éléments de GraphX en fait ne sont pas encore intégrés à MLlib, mais on peut faire sans problème du machine learning, de la régression et des moteurs de recommandation rien qu'en utilisant GraphX. Donc, MLlib, c'est pour rentrer dans le cœur du machine learning, c'est la librairie de machine learning qui est livrée avec Spark. Elle n'est pas externe. Dès qu'on a Spark, soit avec Cloudera ou bien Spark tout seul qu'on a pris sur GitHub, il intègre un moteur de machine learning en soi. Et cette librairie, elle est extrêmement riche. Ça a des des algorithmes assez communs qu'on retrouve, dont on a besoin pour faire environ 70-75% de tout ce qui est machine learning en général. C'est inclus dans Spark. Et il s'intègre assez facilement dans tout l'écosystème Spark en fait. Et l'avantage, c'est que Spark fournit trois types d'API. Une API en Scala qui est la principale, avec un shell, une API en Java et une autre API en Python. Et ces trois API, on peut les utiliser pour faire du machine learning aussi sur Spark avec MLlib. Donc on peut l'écrire en Scala, en Python et en Java aussi. Et les algos qu'on trouve dans MLlib, ça c'est des algos de machine learning, de l'ALS pour faire des recommandations. Ça, c'est pour faire des régressions logistiques, des arbres de décision, naive Bayes, des éléments pour transformer des données, pour faire de la feature extraction, des éléments de statistiques pour évaluer des modèles, faire du clustering. Enfin, tout ça, c'est dans Spark. Et je crois que dans la prochaine version qui sort à la fin de l'année, il y a encore beaucoup d'algorithmes qui sont contribués dans MLlib. Un exemple, par exemple, si on veut faire du clustering pour voir à quoi ressemble le code. Alors, ça c'est du code en Scala, mais en Python, ça serait exactement pareil. Il suffirait de remplacer les flèches par lambda quelque chose, et puis après, le code, il est typiquement exact pareil. On va faire un clustering, on lit des données depuis HDFS ou bien depuis Cassandra, comme on le veut. On transforme ces données pour avoir des vecteurs, et la transformation des données pour avoir des vecteurs, l'avantage d'avoir un langage comme Scala, un langage fonctionnel qui vous permet de travailler à un niveau très élevé, c'est que c'est ça. On split nos données, on partage, c'est du CSV qu'on lit, on partage par espace et on les transforme en doubles, et ces doubles sont envoyés dans un vecteur qui sont un vecteur dense. Et quand on fait cache, ça fait ça trigger. En fait, le fait d'appeler cache, c'est une fonction terminale dans Spark, il remonte toutes les données lues en mémoire. Tout ça, il crée un graphe d'exécution lazy et immutable. Une fois qu'on appelle cache, il lit les données et les remonte en mémoire. Une fois que ça c'est fait, on a lu nos données en mémoire, et on lance un training de notre algorithme. Donc on appelle un K-means, qui est un algo de clustering. On lui donne, on veut trouver 5 classes différentes, et on lui spécifie un nombre d'itérations qui est égal à 20. Lui, il va prendre du temps, travailler en mémoire, faire son training au fur et à mesure.
Et après, on peut évaluer, ça c'est juste une métrique comme les autres, mais on peut évaluer des métriques d'erreur et tout. Et une fois la fonction de prédiction qu'on a fait, pour chaque élément, pour trouver le cluster il appartient, on appelle cluster, predict sur chaque élément, et il vous affiche en fait la probabilité sur le cluster auquel il doit appartenir. C'est ce qu'on fait typiquement en machine learning sur des frameworks en Python ou en R. Et le code, il est exactement comme ça. Vous prenez les données, vous les remplacez, vous faites tourner, vous appelez cluster sur vos données, et vous aurez du clustering tel qu'il est fait dans d'autres frameworks. Et un mot sur les performances de MLlib, c'est que par rapport à Maout, c'est de la triche parce que c'est trop facile de battre Hadoop et Maout. Hein, en général, tout le monde c'est méchant de faire ça, mais juste pour se donner une idée, ça c'était la version de Maout sur disque. La version de Maout en mémoire a presque autant les mêmes performances que Spark. Bat Spark sur certains éléments de Camins parce qu'ils ont des optimisations qui sont dues en utilisant les structures de données approximatives qui permettent de filtrer en avant. Mais oui, ça c'est la version Spark en bleu, c'est la version Spark 1.0. Et je peux vous assurer que chaque fois qu'il y a une nouvelle release de MLlib de Spark, les performances augmentent pareil. Donc de 1 à 1.0, voilà les performances comment ils augmentent. En jaune c'est la 1.1. En 1.0 par rapport à Maout. Ça c'est juste l'évolution en termes de performance. Et au fur et à mesure que Spark évolue, l'avantage d'avoir toute une équipe qui est au AmpLab à Berkeley, qui sont des chercheurs, des étudiants, des postdocs, qui travaillent sur ces algorithmes et une grosse communauté qui fournit des algorithmes, c'est que tout ça est benché quasi continuellement. Vous pouvez aller sur GitHub, trouver le code qui bench en fait tous ces algos de machine learning. Et les performances n'arrêtent pas d'évoluer au fur et à mesure. Ce qui fait que tous ceux qui déplacent Spark et tous les autres frameworks continuent d'évoluer parce qu'il y a des algos qui montent, beaucoup n'ont pas d'algos, les contribuent, ils sont retestés, il y a une très grande communauté autour d'eux. Ça c'est un slide de Databricks, donc voilà. Et dans la prochaine version de Spark, il y a encore beaucoup d'éléments qui vont venir, notamment des random forests, une nouvelle version des random forests qui sont bien plus rapides, qui viennent d'un papier qui a été écrit par Google et Yahoo en commun, je crois. Du boosting, des topic modeling, un Camins pour faire du clustering en temps réel sur les streams de données. Et surtout, ce qui manque en fait, un pipeline pour créer en fait tout le workflow de machine learning. Parce que le machine learning, c'est pas juste prendre des données, les foutre dans un algo, puis attendre quelque chose. Non, en fait, il y a plusieurs choses qui se font derrière. Pour donner un exemple de pipeline, voilà à quoi ça ressemble. C'est que quand on fait une activité de machine learning, c'est voilà, on a les données, on extrait des features, on traîne un modèle. On a d'autres systèmes, on a d'autres données de training, on crée notre modèle, on les réajuste, on travaille au fur et à mesure. Et ça, en général, dans beaucoup de frameworks comme scikit-learn en Python, il y a un pipeline en fait qui vous permet d'avoir tout ce workflow qui est fait en une seule opération composable au fur et à mesure. Et ça, Spark et MLlib, dans la prochaine version, va inclure un pipeline bien complet pour décrire des workflows sur des opérations au fur et à mesure qui marchent. Donc ça c'était MLlib, on va parler de H2O très rapidement. Alors H2O en fait c'est quelque chose qui a été créé par Cliff Click et d'autres personnes. Cliff Click c'est qui? C'est l'un des gars qui a créé la machine virtuelle Java, la JVM. C'est l'un des connaisseurs qui a créé une boîte qui s'appelle Azul, qui sont des experts de la performance sur le monde de la JVM. C'est juste des gens qui ont un fétichisme pour créer des trucs qui vont plus vite qu'ils ne devraient. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est quelque chose dont la première idée, c'est d'avoir quelque chose qui est extensible à d'autres frameworks et quelque chose qui va extrêmement vite. Il y a une boîte qui est derrière qui s'appelle Hexdata, mais depuis hier, ils ont changé de nom, ça s'appelle H2O.ai. Donc voilà, tout va tellement vite dans ce monde-là. Et surtout, c'est qu'on peut travailler sur des datasets qui sont petits et des datasets qui sont grands. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils fournissent des API et des outils pour travailler aussi bien avec R, Python, Scala, Java et au fur et à mesure. Et surtout, après, j'en parlais tout à l'heure, ils se plug à Spark. Donc, c'est pas juste un framework à part, mais c'est un framework en fait qui s'adapte à Spark aussi. Donc, on peut faire tourner des algos avec ce framework qui va très rapide et couplé à la vitesse et la facilité de coder les algorithmes et les process avec Spark. Voilà à quoi ça ressemble, en fait, voilà l'architecture de H2O. Donc en gros, on a des sources de données qui sont variées. On peut aller de HDFS, de Cassandra, des bases de données SQL normales, de S3 sur Amazon. Le cœur en lui-même, il contient 5 éléments. Il y a un système qui gère la mémoire parce qu'il travaille principalement en mémoire, aussi bien mémoire locale qu'en mémoire distribuée sur plusieurs machines. Et un élément qui est du MapReduce distribué,
en mémoire qui est extrêmement rapide. Je vous ai dit que Spark travaillait en mémoire sur plusieurs machines. Et eux, ils ont leur exécution qui est comme celle de Spark, mais qui travaille sur un principe de fork join, qui est une sorte de map reduce, mais qui ne lit pas du disque et qui ne fait pas de staging d'éléments intermédiaires. Donc en gros, c'est extrêmement rapide, c'est très réfléchi, le code en soi est difficile à approcher parce que c'est du code qui est très optimisé pour la JVM, des constructs très bas niveau de la JVM. C'est un peu comme j'appelle ça du Vopal Wabit, mais pour la JVM en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est extrêmement rapide. Il y a un moteur de scoring pour évaluer nos modèles une fois qu'on a fini. Et un query processor, c'est-à-dire qu'on fait une requête en utilisant R, et lui, ce moteur en fait optimise en fait le code R pour le traduire en Java et l'exécuter sur le truc. Et l'élément important, ce sont les algorithmes qu'il y a ici. Ces algorithmes sont optimisés pour travailler de façon très rapide en utilisant les éléments, que ce soit le fork de distributed fork join, le columnar storage. Et ces algorithmes qu'on utilise, ce sont des régressions, des régressions, des algos de classification, du clustering et surtout une partie qui est du deep learning. Deep learning qui est un nouveau truc. Enfin, un nouveau truc, non. Ce sont des réseaux de neurones profonds. Tout le monde en parle, c'est la mode. Google achète toute boîte qui a un truc qui s'appelle Deep Learning. Si vous voulez créer une boîte demain, dites que vous faites du Deep Learning, vous avez de la chance que Google vienne taper chez vous. Tout le monde fait ça, tout le monde achète toutes les boîtes de Deep Learning. C'est vraiment le truc qui amène un nouveau souffle au machine learning très avancé, notamment dans le monde de la publicité, dans le monde de la reconnaissance vocale, dans le monde du traitement d'image et tout. C'est du Deep Learning. Et c'est l'un des rares frameworks à faire du Deep Learning aussi avancé, aussi bien sur Spark que sur d'autres éléments. Et ça marche assez bien, ils ont des implémentations et ils sont arrivés, je crois, deuxième ou troisième sur le challenge sur Kaggle, le challenge de Criteo, et ils en ont gagné quelque chose comme 2 ou 3 il n'y a pas longtemps encore. Un exemple en fait dans R, pour faire du R dans H2O, le code c'est comme si on écrivait du R, c'est aussi simple que ça. On lit des données, on initialise H2O, c'est tout ce qu'il y a à faire. On importe des données, il a un data frame, le data frame il ressemble comme au data frame de R, mais en fait c'est un data frame qui est optimisé pour tourner de façon distribuée sur des nœuds différents. Ça paraît comme en R, mais en fait, en sous-jacent, c'est du code qui est complètement distribué sur plusieurs nœuds et tout. Et il optimise. Et tout ce qu'on fait, c'est comme si on écrivait du R, mais en fait, tout le backend derrière, c'est que du code qui est complètement distribué. Faire un exemple de régression logistique, comme je disais, c'est pareil. Ça, c'est un GLM, c'est un modèle linéaire. C'est un Generalized Linear Model. Et au fur et à mesure, le code en soi, il est pareil, on appelle une fonction fit pour prédire et le résultat derrière, c'est pareil. C'est comme si on le faisait en utilisant RStudio ou bien le shell de R et tout pour arriver du code. La différence, c'est que derrière, c'est du code qui est extrêmement optimisé, qui tourne de façon rapide. Et le crux du truc, c'est Sparkling Water, qui est en fait Spark et H2O, donc Water. Donc c'est de l'eau de l'eau pétillante pour du big data, voilà. Et c'est intégrer la performance des données, les algorithmes de H2O, mais en le faisant tourner avec l'API de R. Donc c'est plus avoir du R, du Python, l'API de Spark plutôt. C'est plus avoir du R ou du Python, mais avoir du Scala et un code qui est distribué. Donc on a la partie H2O qui a les algos là-bas, qui est avec un data frame spécialisé, qui est immutable, et la partie Spark qui est en mémoire et qui est mutable ici avec des transformations mutables, et R et Spark qui est la partie immutable avec des RDD qui ont des transformations de très haut niveau qui sont plus accessibles que tout ce qu'on a avec les autres. Donc c'est intégrer les deux pour faire quelque chose d'assez intéressant. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc quand on écrit une application Sparkling Water, en fait, on la soumet au master de Sparkling Water. Et ben ce master, comme dans Spark, il envoie dans les workers Spark, ça c'est les différents nœuds Spark en fait qui sont distribués sur le réseau. Et à l'intérieur, il y a un cœur de H2O qui est exécuté pour traiter les données sur chaque élément. Et l'avantage de ça, c'est que H2O, il est optimisé pour travailler de façon concurrente sur tous les cœurs. Spark, normalement, n'importe quel type d'algo devrait maximiser l'utilisation des corps de votre machine, de chaque nœud. Et bien ici, si vous faites tourner un algorithme de H2O, vous verrez que tous vos corps sont souvent au max. Si vous avez 100 nœuds et chaque nœud sont vraiment max. Donc non seulement on a une distribution qui est latérale sur plusieurs nœuds, mais en fait sur chaque nœud, l'utilisation elle est maximisée en fait. Ce qui fait que c'est extrêmement intéressant quand on veut attirer des performances mais vraiment très poussées. Et un dessin pour finir, c'est que chaque dataset, en fait, voilà, ça ressemble à un RDD qui est la structure de données de Spark qui est distribuée. Et ce RDD, en fait, échange pour chaque élément en mémoire, il préserve la localité des données
entre H2O, le RDD et le Spark RDD, ce qui fait que les échanges sont locaux. On n'a pas de données qui sortent sur le réseau. Et lui, c'est ultra optimisé après en arrière pour avoir des résultats extrêmement poussés. Donc, un exemple de code, bah, c'est du Scala. Ici, on utilise Spark SQL. Le code n'est pas coloré, désolé. On utilise SQL Context ici. Et ça, on écrit du SQL pour lire des données textuelles. Donc, on peut le faire dans Spark. J'utilise la partie Spark SQL. Je ramène mes données avec une requête. J'exécute avec ça. Je compte mes résultats. Et maintenant, j'appelle H2O. Avec ces mêmes données de airline que j'ai ramenées tout à l'heure, je les transforme en RDD. Une fois que j'ai compté les données, je veux trouver uniquement les vols qui vont de San Francisco jusqu'à Auckland, enfin, qui vont soit à San Francisco, soit à Auckland, soit à Saint-Joseph. Enfin, ça, c'est les aéroports de la Silicon Valley. Et je veux compter sur ces données, en fait. Et bien, ça ressemble à du code Scala ou Spark qui est tout simple. Et bien, derrière, l'exécution, c'est en fait tout ce qui est fait ici et tout ce qui est fait là. Tout ce qu'on pense en tant que développeur quand on écrit les algorithmes, c'est du code qui est plutôt accessible. Et en fait, en réalité, derrière, il y a des optimisations et tout. Et donc là, c'est des frameworks qui sont pensés pour des gens qui font la data science, pas pour des développeurs. Moi, je suis développeur, j'aime bien écrire des trucs un peu bas niveau, aller chercher les erreurs derrière. Mais quand on veut faire de la data, c'est pas tellement ce à quoi on veut penser. On va avoir quelque chose qui va vite et qui marche. Et voilà, c'est avoir du code qui parle, qui est d'un haut niveau, qui n'est pas. On ne fait pas des loops sur nos données comme en Python. Je vais parcourir for i machin. Non, on exprime de façon du code qui est expressif. L'avantage de la programmation fonctionnelle, on arrive à faire ce genre de choses. Et si je veux construire mon modèle, bah, c'est pareil. Je reconstruis mon modèle avec tous mes éléments, sur toutes mes données. Et après, je fais du deep learning pour chercher un type modèle. Je peux faire utiliser des auto-encodeurs ou bien éléments des trucs, optimiser ma fonction d'exécution à la fin. Et je fais mon entraînement au fur et à mesure. Et à la fin, bah, j'appelle mes prédictions aussi simplement. Et le code, il ressemble à ça. Je fais mon modèle de scoring et voilà mes valeurs de prédiction. Ça me renvoie un tableau avec tous mes éléments de prédiction après. Le code, il ressemble qu'à ça en fait. Il n'y a vraiment pas, il y a rien à ajouter. Après, vous allez sur le truc, vous mettez les bandes de données, vous installez le truc, ça marchera presque comme ça. Si j'étais sur ma machine, on aurait pu l'exécuter. J'ai un cluster en ligne, mais malheureusement, c'est pas terrible. Donc voilà. Pour finir, désolé d'avoir pris du temps, mais j'étais à la fin, donc j'en ai profité pour un peu aller plus loin. Et voilà, donc comme je disais au départ, il y a beaucoup de frameworks pour faire du machine learning. Le côté différenciant de tous ces frameworks, c'est plutôt d'avoir quelque chose qui est performant, qui scale pas juste de façon horizontale, mais aussi de façon verticale, maximiser l'utilisation de nos ressources, tel que ça va, et aussi avoir une API qui est expressive en fait. C'est pas avoir du code qui est reproductible. Aujourd'hui, il y a des outils surtout, par exemple, parce que quand on lit souvent des papiers de recherche, pour valider les papiers de recherche, les chercheurs fournissent du code avec du code MATLAB qui marche une fois sur un dataset précis. Quand on veut le faire tourner après, on a du mal à avoir des éléments. L'idée, quand on a construit une équipe de data science après, derrière, bien de data engineering, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut partager, du code reproducible. Et avoir ces éléments du code qui est accessible, qui est lisible pour tous les éléments, une API qui est fluente, quelque chose qui est performant derrière, c'est un trend qui vient au fur et à mesure. Il y a un framework dont je n'ai pas parlé, c'est GraphLab, qui avait commencé en écrivant, qui était extrêmement performant, mais vraiment performant. Mais pour l'utiliser, il fallait être un expert de C++. Voilà, et donc c'est pas le truc le plus accessible de tout le monde. Et maintenant, ils ont fait le chemin inverse, ils ont perdu un peu en performance, mais ils fournissent des IPython notebooks pour traiter ce genre de choses, quelque chose qui est plus utilisable, hein, une API en Python et tout. Et c'est un trend qui va pour ces éléments. Et j'ai pas mentionné un truc parce que je l'avais sur ma machine, c'est que Spark fournit un élément comme IPython notebook qui s'appelle Spark Notebook ou bien Zeppelin, où on peut utiliser du Spark sur un navigateur. Et sur le navigateur, on dispatche les éléments sur du disque et une interface qui est plus utilisable. Pareil pour Sparkling Water, qui a une interface qui est sur le navigateur avec des éléments pour traiter les données, pour fournir les données et travailler derrière. Et donc, n'hésitez pas à regarder ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail et discuter là-dessus. Ou sinon, vous trouverez les slides en ligne sur cette adresse. Je vais les uploader tout à l'heure sur speakerdeck/samkaela. Merci.